Bonjour, je me présente Fabien Richer, je suis responsable du programme en communication, médias numériques et société à l'École des médias et bienvenue au 4e épisode d'Au fil des parcours. Je suis aujourd'hui avec deux collègues, Laurence Gondin-Robillard et Roland-Yves Carignan. Et sans plus attendre, je vais vous laisser vous présenter, puis je me présenterai à la suite. Donc, Laurence Grondin-Robillard, je suis chargée de cours à l'École des médias dans le programme surtout de médias numériques et société. Je suis doctorante aussi en communication et je m'intéresse aux médias sociaux numériques. Et je suis aussi professeure associée à l'École des médias, ce qui me donne l'occasion de pouvoir faire plus de recherches. Formidable. Et je suis Roland-Yves Carignan, professeur aussi à l'École des médias en médias numériques et société et en journalisme. Donc, il y a un lien entre les deux qui est assez clair et qui me permet aussi d'explorer et de réfléchir et de faire de la recherche de plus en plus sur les deux domaines. Formidable. Eh bien, Fabien Richer, donc professeur à l'École des médias. Et comme je viens de le dire, je suis responsable de ce programme depuis septembre. J'ai une première question que je vais vous poser. Et puis moi, je vais faire comme tout à l'heure, je vais répondre en troisième temps. Qu'est-ce que c'est concrètement le baccalauréat pour vous? Baccalauréat en communication, médias numériques et société. Qui veut... Ça représente quoi pour vous? Répondez avec ce qui vous vient spontanément à l'esprit. Ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est que c'est une réflexion sur des enjeux qui sont les plus actuels aujourd'hui. C'est les médias et tout le temps qu'on passe dans les médias. Chaque semaine, mon téléphone me rappelle que je passe 2 heures par jour à le regarder en moyenne. Ça, c'est sans compter le temps que je passe à la télé, le temps que je passe devant mon ordi. On passe de plus en plus de temps, nos rapports sociaux, à travers les médias. Et on parle d'éducation aux médias, on parle de réflexion sociale, on parle des enjeux qui sont liés avec les médias, avec le pouvoir des GAFAM, avec la fausse information et tout ça. Eh bien, ce bac-là, c'est un moment pour réfléchir à tout ça dans la pratique, mais aussi dans la réflexion critique. Exactement. C'est ce que j'aurais dit si j'avais parlé en premier. Mais c'est surtout... Prochaine fois. Prochaine fois. Mais c'est surtout le lien entre les médias sociaux numériques et la société parce que un a un impact sur l'autre. Et donc, effectivement, il faut non seulement développer certaines bonnes habitudes, pratiques, réflexion éthique, mais réflexion critique aussi. Donc, c'est comme ça que je vois le bac. Puis moi, j'ajouterais par rapport à ce que vous venez de très justement de dire que c'est l'une des seules formations au Québec qui propose comme ça effectivement d'offrir aux étudiants des réflexions théoriques qui gravitent, peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir, grosso modo autour des technologies numériques, philosophie de la technique, histoire des technologies numériques, et aussi approche sociopolitique des communications médiatiques. La communication, c'est pas simplement un émetteur qui envoie un message à un récepteur, c'est la communication dans un contexte, dans une situation traversée par des rapports de force, des rapports de pouvoir, qui reflètent aussi certains intérêts économiques, intérêts sociaux. Donc cette formation, ce programme offre aux étudiants les clés de compréhension de ces différents enjeux, mais tient aussi à les confronter, à les familiariser à des technologies numériques dans leur diversité. On aura l'occasion d'y revenir tout de suite après, mais on parle d'intelligence artificielle, on parle de médias numériques, on parle de plateformes numériques, on parle de jeux vidéo. Donc c'est un petit peu toutes ces technologies numériques, tous ces outils que les étudiants en fait apprennent à comprendre, leurs conditions d'émergence, les impacts qu'ils peuvent avoir dans leurs différents contextes d'usage, d'utilisation. Donc ce programme, il propose cette articulation soucieuse entre la théorie et la pratique. Alors, à la suite de ça, donc, il y a différentes questions qui sont posées face à nous. Et c'est à moi, je crois, de piger ces questions. Et puis, éventuellement, on va faire pareil. On peut faire un petit tour de table par rapport à ces différentes questions. Qu'est-ce que vous enseignez dans le programme? C'est une super question d'introduction. Laurence, qu'est-ce que tu enseignes dans le programme? Beaucoup de cours selon les sessions, mais particulièrement un cours super important qui est médias sociaux numériques, qui se donne dans le premier bloc, où là, on va explorer justement les médias sociaux numériques. C'est un cours format plus atelier. Donc, on va créer des personas qui vont permettre justement l'exploration et prendre conscience de certaines dynamiques de pouvoir, mais aussi dans la circulation du contenu qui s'opère sur certains de ces médias-là. Et donc, de développer un peu les réflexions critiques des étudiants. Néanmoins, on ne va pas trop en profondeur dans la théorie. C'est plus comme un cours d'introduction à tout ce qui s'en vient pour eux. Donc, on met la table et après ça, la suite va être plus facile. Merci.
Euh, La partie plus théorique dans la première session, c'est un des cours que je donne. Donc, ça s'appelle Histoire des technologies numériques de l'information et de la communication. C'est un nom long à rallonge, mais qui est en fait pour essayer de comprendre dans quel contexte social et économique ont émergé tous ces médias numériques et toute cette structure numérique de collecte de données qui mène évidemment à l'intelligence artificielle. Donc, dans quel contexte social ça a émergé et comment ce contexte social a modifié ou inculqué une certaine trajectoire à ces technologies-là. Et à l'inverse, comment ces technologies-là, une fois qu'on les utilise, deviennent le contexte dans lequel la société existe. Et donc, ça influence la société. Donc, c'est un peu les deux, mais avec plus de théorie dans ce cours-là. Pour ma part, j'ai eu la chance en fait de donner des cours dans les différents, on va dire, pour les différents profils et pour les différents blocs. Par exemple, pour le bloc théorique aussi, un cours d'introduction que j'aurai le plaisir de redonner d'ailleurs très prochainement, Introduction aux théories de la communication médiatique, qui est un cours qui propose aux étudiants en fait une compréhension de l'histoire des théories de la communication, de la propagande jusqu'à des on va dire, dispositifs beaucoup plus concrets, algorithmiques. Ça permet donc aux étudiants et aux étudiantes qui suivent ce cours de mieux comprendre quels sont les enjeux relatifs à la communication médiatique à partir d'une compréhension de ces différentes théories qui sont fondatrices et qui sont, qui sont historiquement fondées et qui ne sont pas vraiment appelées à évoluer et à bouger. On parle par exemple des théories en lien avec les leaders d'opinion, des théories en lien avec la propagande, des théories en lien avec l'espace public, des théories en lien avec la marchandisation des biens culturels, par exemple la critique des industries culturelles de Theodor Adorno, Max Horkheimer, par exemple. Des cours aussi beaucoup plus spécifiques en jeux vidéo, des cours d'analyse de jeux vidéo et transmédialité. Ça, c'était un vrai plaisir à donner. Un cours qui était en IA, mais qui est fini par devenir un cours un peu on va dire, plus général, c'est algorithme et société, par exemple. Donc, une réflexion sur qu'est-ce que l'algorithme et comment, en fait, l'histoire de l'algorithme nous permet de comprendre l'histoire de l'intelligence artificielle, les paradigmes symboliques, connexionnisme, bref, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Et des cours aussi en médias numériques et surveillance, cyberculture, des cours qui ont été amenés à évoluer, à changer. On aura aussi l'occasion d'y revenir tout de suite après. Donc, ça, pour ma part, ça me donne une bonne vision, en quelque sorte, des différents cours et contenus qui sont enseignés au programme. Je vais me permettre d'utiliser ma pierre ricochet pour rebondir. Oui, bien sûr. Ben non, mais là, on a l'air de pas vraiment enseigner grand-chose, Roland-Yves et moi, mais allez-y, on va continuer on a développé mettre. ensemble un cours. Ah oui, vas-y, parle-en, puis après ça, on parlera des autres. Donc, Laurence et moi, on a développé un cours qui, justement, va dans le prolongement des cours que tu donnes, Fabien, en regardant de plus près l'information, la propagande et les fausses nouvelles. Donc, on parle beaucoup de ça, de fausses informations. Donc, dans quel contexte ça émerge? Et qu'est-ce que c'est? Et comment ça fonctionne? Et pourquoi c'est là? Donc, c'est toutes des choses qu'on essaie d'aborder. En fait, pas qu'on essaie, qu'on aborde littéralement dans ce cours-là, mais à travers beaucoup d'exemples. On est très ancré sur l'actualité. D'ailleurs, en ce moment même où je vous parle, je sors de la première séance de cours où on a analysé ce qui s'est passé à Minneapolis il y a quelques jours. C'est-à-dire, donc, il y a une citoyenne qui a été tuée par un agent de ICE. Donc, on a pris ça comme moyen pour essayer de parler de ce qui se passe concrètement en termes d'information, fausses informations et tentatives de mise en récit du réel. Tu as peut-être des choses à ajouter, Laurence? Oui, mais on a aussi développé des ateliers un peu plus pratiques dans le monde des médias sociaux numériques pour voir comment cette information-là circule. Et là, ben, la première fois, on l'a donné ensemble. Et là, on l'a chacun essayé individuellement. Moi, j'ai eu ma leçon. Je me suis ennuyée de toi. On verra si toi, au bout de la session, tu vas t'ennuyer de moi. Je vais t'inviter pendant la session. Oui, ça, je sais. Et sinon, ben, il y a aussi des beaux cours, des nouveaux cours comme méthodologie de recherche et intelligence artificielle ou avec un autre de mes collègues, Jonathan Bonneau, ben, on développe des ateliers, toujours première partie théorique, ensuite pratique, où ben là, on s'amuse avec l'intelligence artificielle, puis on essaie de réfléchir à comment on peut étudier l'intelligence artificielle, comment on peut aussi être plus dans le performatif avec elle. Est-ce qu'on peut l'alimenter? Est-ce qu'on peut créer un nouveau chatbot qui va nous pondre des recettes avec ce qu'on a dans notre frigidaire, etc.? Donc, des ateliers un peu plus ludiques aussi en même temps. Et un cours d'introduction à l'analytique de données médiatiques où là, ben, on s'amuse à analyser
des données médiatiques, mais voir toutes les méthodes aussi par rapport à ça. Et on va même essayer l'analyse avec un collecte de données manuelles, donc dans les premières semaines, parce que avant de tomber dans l'automatisation. Et ça risque d'être très prometteur, tout ça. Ah, qu'est-ce que vous préférez de votre emploi, de votre métier, de votre... Allez, je sais pas Dans mon emploi, chaque jour, chaque session, mais même chaque cours, quand il se répète, bien, c'est différent parce que on est influencé par l'actualité, on doit se mettre à jour parce que c'est tellement... tu sais, les médias numériques, les médias sociaux numériques, ça évolue tellement rapidement qu'on n'a pas le choix de faire cette mise à jour-là. Mais avec chaque groupe, c'est différent. Donc, c'est tout le temps des surprises. Il n'y a pas de routine. À vrai dire, j'ai déjà été davantage dans le milieu professionnel qu'académique et ça me manque pas parce que là, j'ai pas de routine. Chaque session, chaque semaine, chaque séance, c'est une surprise en général. Donc, c'est l'inconnu que j'aime bien. Moi, j'ai une première carrière dans les médias comme tel et entre autres comme cadre pour transformer les médias, tout le passage au numérique. J'ai vraiment accompagné des entreprises dans ça. Et ce que j'aime dans mon emploi, qui est plus récent comme professeur à l'UQAM, c'est de pouvoir réfléchir aux médias sans toutes les contraintes de budget, sans les contraintes de ressources qui nous manquent et tout ça. Juste réfléchir, mais mieux que ça, réfléchir dans un contexte qui est voué à la réflexion avec des collègues de travail, mais avec des étudiants et des étudiantes. Et c'est tellement enrichissant, ce rapport-là avec les étudiants et les étudiantes, que ben, moi, j'en redemande. Bah, je vais plus ou moins reprendre un petit peu ta réponse. Ce que je trouve vraiment gratifiant, bah, c'est finalement cette mission qui est la mission pédagogique de l'université, c'est-à-dire démocratiser les savoirs, démocratiser les connaissances et de voir en début de session qu'il y a des étudiants qui bah, effectivement vont apprendre des nouvelles choses, vont apprendre des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances, qui vont en fait nourrir leur pratique, qui vont nourrir leur compréhension du monde, de voir qu'il y a en quelque sorte une attitude analytique et critique qui se développe tout au long de la session, qui aide les étudiants à la fois effectivement à se placer sur le marché du travail, mais aussi à comprendre la place qu'ils ont en tant que citoyens engagés, branchés au système social, à ces tensions, à ces contradictions. Bah, de voir ça, moi je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de très plaisant. Donc probablement que sur le volet de l'enseignement, c'est peut-être une chose que j'aime le plus, c'est vraiment de voir cette évolution au fur et à mesure d'une session à l'autre, ou même quand on a le plaisir de suivre des étudiants qui poursuivent leurs études à la maîtrise, au doctorat, de voir souvent le chemin parcouru, c'est assez extraordinaire. Absolument. Prochaine question. Prochaine question. On pige. Ah, alors est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené à travailler à l'école des médias? Je te laisse commencer. Ben, je l'ai un peu dit. Donc, j'ai une première carrière dans les médias, en journalisme plus précisément, donc où j'ai accompagné des entreprises de presse dans le virage numérique. Donc, j'avais vraiment une réflexion là, sur les médias. Et parallèlement à ça, ben, j'avais commencé à enseigner comme chargé de cours. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de plonger dans ça. Me voici. Donc voilà, c'est ça mon parcours. Pour ma part, bon, j'étais dans le milieu professionnel, comme j'ai dit. Je travaillais comme directrice de communication pour une chaîne de lunetterie. Et je devais aussi prendre en charge les médias sociaux numériques et faire des publications, alimenter la communauté, etc. Et à un certain point, donc je passais toutes mes journées sur les médias sociaux numériques et Internet. Bien, est arrivé les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis. Et là, j'étais persuadée, avec tout ce que j'avais vu sur le web, que ce serait Hillary Clinton qui allait l'emporter et qu'une femme allait enfin briser le plafond de verre aux États-Unis et devenir présidente. Or, c'est pas ça qui s'est passé. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose que je ne comprenais pas des médias sociaux numériques en général. Et donc, j'ai décidé de retourner aux études au cycle supérieur. J'avais déjà complété mon baccalauréat en communication à l'UQAM. Et là, j'ai quitté mon emploi, je suis retournée en temps plein aux études, j'ai fait ma maîtrise et là, j'ai compris des choses et ensuite le doctorat. Donc, c'est vraiment ça. Ça a été cette brisure-là qui a un lien, un pont directement avec tout l'aspect société, enjeux politiques aussi, qu'on peut explorer dans le bac de médias numériques et société. Bah, pour poursuivre, moi, je me retrouve un petit peu dans ce que vous expliquez sur votre parcours parce que moi,
comment dirais-je, j'ai travaillé dans le web. J'avais une compagnie de création de sites internet, tout simplement, après une maîtrise en design multimédia. Et le fait d'être branché en permanence à ces technologies-là, sans pleinement comprendre leurs impacts, les enjeux qu'ils soulèvent, enfin bref, d'avoir la tête tout le temps dans la machine, ça a commencé à m'étouffer un peu. Et de là, je suis parti faire un doctorat à l'UQAM. Et c'est là où j'ai plongé, on va dire, dans la théorie. Ça a été vraiment une belle histoire d'amour, si l'on peut dire. Et à la suite de ça, j'étais assez rapidement, par chance, chargé de cours à l'école des médias. Ce qui m'a amené donc à la fois donc apprécier la théorie et surtout apprécier alors, je dirais la théorie et d'autres connaissances, l'enseigner. Et de fil en aiguille, me voilà maintenant pour professeur à l'école des médias. Donc c'est drôle parce que je me retrouve un petit peu dans votre parcours aussi. Je me prédestinais pas à faire ce que je fais maintenant, mais c'est vraiment des parcours, des rencontres et des voilà. Donc c'est bon sur cette question. Est-ce que Absolument. Prochaine question. prochaine question. Quelles sont vos relations avec les étudiants et étudiantes? Oh mon Dieu, ben, elles sont assez fantastiques. On a la chance dans ce baccalauréat-là de suivre les étudiants. Par exemple, je sais que c'est le cas aussi de Roland-Yves et de toi, Fabien. On les rencontre la première session. Après ça, c'est sûr qu'on les revoit en l'an 2 ou l'an 3. Donc, on peut les voir évoluer. Donc, la relation, elle est souvent très, très bonne parce que ben, on apprend à les connaître. Puis à la fin, ben, quand on les regarde graduer, ben, là, on a la petite larme à l'œil là, en leur donnant le diplôme parce qu'on sait qu'ils vont nous manquer. Puis on a vu cette évolution-là que tu nous as nommée tantôt. Ouais. Entièrement d'accord. Et c'est justement le cours que je donnais ce matin. C'est des étudiants qui sont maintenant en 3e année, alors que je les ai eus en première année. C'est vraiment intéressant de voir tous les apprentissages qu'ils ont faits, les transformations qu'ils ont. C'est de voir des gens justement qui apprennent et qui veulent continuer à apprendre. Ça, c'est vraiment super intéressant. Mais je m'inclus dans ceux qui apprennent. Oui. Donc, dans la relation que j'ai avec les étudiants, c'est que c'est pas un apprentissage à sens unique. J'apprends d'eux énormément. Et ça, c'est hyper précieux. C'est une relation. Ouais. Puis je pense que on partage cette posture-là. Les cours qu'on donne, ils sont fondés sur la compréhension et l'écoute. C'est-à-dire qu'on voit bien que les étudiants et étudiantes, ils ont des parcours très diversifiés. Ils ont aussi des situations qui sont très différentes les unes des autres. Et en tant que professeur, en tant qu'enseignant, on est à l'écoute des différentes difficultés que ces personnes-là peuvent rencontrer. Et on fait du mieux qu'on peut justement pour les aider à évoluer du mieux possible en fonction des contenus théoriques qui des fois sont peut-être un peu compliqués ou des cours qui des fois sont un peu chargés. Donc il y a une compréhension et une écoute et une tolérance mutuelle aussi qui fait que, en tout cas moi, à titre vraiment personnel, les différents cours que j'ai eu l'occasion de donner pour ce programme-là, c'est quelque chose qui revient vraiment abondamment, ce qui fait qu'effectivement, sur le long terme, on conserve de très bonnes relations avec les étudiants. Souvent, on a des nouvelles de certains de ces étudiants et étudiantes en fonction des milieux dans lesquels ils ont évolué. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Et mutuellement et dans les deux sens, quoi. Ah bah voilà. Alors, le bol 1, votre expérience est terminée. Bol 2. Alors, le bol 2, le programme et les étudiants. Alors voilà, je commence tout de suite par cette première question du bol 2. Comment voyez-vous les étudiants et étudiantes évoluer dans le programme? Bon, alors, je viens un petit peu d'en parler. Ouais. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Comment on les voit? Moi, ce que je peux... je me répète, mais ce que je peux vraiment juste dire rapidement, c'est, comme je me répétais, mais les voir évoluer sur le temps d'une session. Quand je dis évoluer, c'est vraiment cette capacité à s'approprier les savoirs et à les réutiliser en fonction des différents travaux et aussi en fonction de leurs différents intérêts. Ça c'est, je veux dire, c'est une très belle évolution. Et à l'échelle du programme, c'est de voir que il y a certains étudiants et étudiantes qui ont, comment dirais-je, déjà une certaine désir. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être l'IA. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est plutôt jeux vidéo, médias numériques ou quelque chose d'un peu plus généraliste. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les différents cours, la manière dont ils sont structurés et offerts, ça influence positivement, on l'espère, les cheminements des étudiants et étudiantes. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous voulez. Vraiment, en complément de ce que tu viens de dire, je trouve ça intéressant aussi de voir le cheminement qu'ils font sur
la façon dont les médias numériques absolument. structurent la société et la façon dont les médias numériques eux-mêmes sont structurés. On est beaucoup habitué dans la société, et même dans l'éducation au sens large, de réfléchir à comment on va faire les choses. Dans ce programme-là, on réfléchit beaucoup à comment on va faire les choses, mais on réfléchit aussi beaucoup à pourquoi les choses sont faites de cette façon-là. Et ça, c'est une espèce de nouveauté, et de voir les étudiants s'accaparer cette réflexion-là sur pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça ne serait pas autrement. Ça, c'est vraiment une dimension, là, je dirais que j'ai l'impression des fois une dimension insoupçonnée des étudiants au moment où ils arrivent, Exact. et ça devient rapidement un truc qui les fait triper. Et ça, c'est super intéressant de voir ça. Ouais, je suis d'accord. Laurence, est-ce que tu voulais... Ben, c'est un peu vos deux réponses mises ensemble. Je parlais du premier cours, médias sociaux numériques. Ils font des ateliers, mais à la fin, ils doivent rendre un rapport et essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont compris de la session, mais qu'est-ce qu'ils ont expérimenté aussi et comment ça change justement leur perception sur les médias sociaux numériques qu'ils utilisent en général. Et comment ils s'approprient la théorie, là, des fois. Ils vont me citer des théories que je me suis dit, ben jamais... Ils vont mettre ça dans leurs travaux. Et non, ça arrive. Donc, non, effectivement, sur une session, ça peut être très étonnant, là, cette évolution-là. Merci. Alors, question suivante. À l'envers. Quels sont les changements avec la réforme du programme? Alors là, moi, je vais y répondre plus Ouais, spécifiquement. on te la donne, celle-là. En fait, y avait, depuis 4 ans maintenant, 3 ou 4 ans, je crois, il y avait 3 profils. En gros, dans les cours de spécialisation, intelligence artificielle, jeux vidéo et médias numériques. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, ce que les collègues se sont rendus compte, c'est que les étudiants étaient un peu bloqués avec ces différents profils. C'est-à-dire qu'il fallait prendre 7 cours parmi chacun des profils pour avoir cette spécialisation-là, plus de cours issus d'un autre profil. Et donc, les étudiants, en fonction des cours, la manière dont ils apparaissaient dans leur cheminement, bah, ça les bloquait. Donc, l'idée, c'est d'avoir en quelque sorte enlevé ces profils-là, restructurer aussi un petit peu, rationaliser certains des contenus de cours, ce qui fait que maintenant, les étudiants, bah, il faut qu'ils prennent 9 cours, des cours à spécialisation. Ils peuvent, s'ils veulent, se spécialiser en IA, en jeux vidéo et en médias numériques, ou en fait, ce qu'on observe beaucoup, c'est prendre un petit peu des cours de telle spécialisation, de telle autre spécialisation, telle autre spécialisation, pour assouvir en quelque sorte aussi cette curiosité intellectuelle à l'égard de ces différents médias et technologies numériques. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose Donc, à c'est un rajouter. décloisonnement. C'est exactement, c'est un Ça donne décloisonnement. plus de liberté. C'est exactement, ça donne plus de liberté et ça coince un peu moins les étudiants et étudiantes. Donc voici ce que je pourrais répondre sur cette question-là. Laurent, si tu voulais, c'est bon. En ce qui concerne la question suivante, qui est assez ouverte, qu'est-ce qui est au cœur du programme selon vous? Pas évident, ça, comme question. Une immense curiosité. Ça prend, pour être intéressé par le programme et aussi affronter tous les cours, prendre son parcours, ça prend beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt pour les médias sociaux numériques. On se rend compte qu'on a des étudiants qui ont énormément de passion pour les technologies, les nouvelles technologies, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, même pour des cours plus de production ou plus pratiques comme balado-diffusion, pratique rédactionnelle en contexte numérique. Tu sais, on a des gens qui sont en train de se bâtir non seulement leur réflexion critique, mais un portfolio plus pratique qu'ils vont pouvoir montrer après. Donc, c'est des passionnés et ils en mangent. C'est pas un programme qui est plus général où là, ben, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça après, puis on touche un peu à tout. Là, on sait que c'est ça leur passion. Donc, c'est ce que je dirais là-dessus. En complément, je vais peut-être ajouter le média numérique et société. Donc, c'est la partie et société, où, bien sûr, ce sont des technologies, ce sont des médias, mais c'est aussi à travers ces technologies et ces médias-là qu'on apprend ce qui se passe dans le monde, qu'on a des rapports avec nos amis en leur écrivant des textos ou en envoyant sur Instagram ce qu'on vient de manger dans un bon resto, ou toute autre forme de communication sociale. Donc, c'est la dimension sociale aussi qui est au cœur. Donc, oui, aimer les technologies et tout ça, absolument, puis à fond, il faut être curieux, mais il faut aussi être curieux de la dimension sociale.
qui est là, du rapport social et de l'entité dans laquelle on est. Donc, bref, il faut aimer les autres. Puis il faut vouloir un petit peu de théorie critique aussi. Oh oui, oui, oh ça, oui, on c'est s'entend, important. on s'entend. On aime ça aussi. Bah, en fait, tu as donné la réponse que j'allais donner. Ce que je peux ajouter simplement, c'est effectivement ce qui est au cœur de ce programme, c'est de donner les clés de compréhension et de réflexion globale. J'aime bien l'idée de globale ou de totalité, ou bref, réflexion globale sur les technologies numériques, leurs conditions d'émergence et leurs impacts. Et impact qui tient compte de différentes dimensions, une dimension sociale, mais aussi économique, politique, médiatique, bref, c'est différentes facettes qui qui se reflètent en fait dans les différents cours qui sont donnés, que ce soit les cours aussi bien théoriques que pratiques. Et là, je me répète aussi encore là-dessus. Donc, un élément important, c'est cette articulation, ce jeu de renvoi permanent entre la théorie et la pratique. Ça, c'est absolument fondamental. Et je pense que c'est ce qui, à mon sens, distingue ce programme d'autres programmes en communication. Tout à fait. Doit-on avoir fait un programme collégial en particulier pour s'inscrire? Alors oui, il faut un DEC, hein. Il faut être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou équivalent. Et alors équivalent, ça regarde du point de vue des diplômes, par exemple, qu'on peut avoir ailleurs, en France ou ailleurs. Donc, mais a priori, oui, c'est nécessaire. Mais il n'y a pour pas de pouvoir... programme à la base qui est exigé. Ils n'ont pas besoin d'être allés en sciences humaines. Non, non, ou non, en- non, pas du tout. Oui, merci Donc, pour cette pression. Ouais. c'est fantastique parce qu'on peut avoir fait n'importe quoi au cégep. Voilà, Et là, voilà. on peut s'inscrire après Absolument, ici. absolument. Et ce n'est pas un programme contingenté. Et ce n'est pas, merci de ce... Oui, absolument, c'est pas un programme contingenté. À qui s'adresse le baccalauréat en médias numériques? Tu l'as un peu dit à l'instant avec la question de la curiosité, mais peut-être si tu veux reprendre... Oui, je pense que j'ai comme mélangé les deux questions. ce qui est au cœur et qui ne sait pas... Ouais, en fait, donc, des curieux, tant côté médias sociaux numériques, des passionnés, que le côté société, enjeux Ouais. économiques, enjeux politiques, etc. Donc, ceux qui veulent marier les deux aussi. Je sais pas, là, vous pourrez le couper au montage, là, si vous aimez pas ce que je vais dire, mais c'est un peu comme quand j'étais plus jeune. Nous, on arrivait à l'université, on allait soit en communication générale ou en sciences humaines pour se laisser des portes ouvertes. Médias numériques et société, ce n'est pas l'équivalent parce que, au contraire, ça devient très précis. Mais je vois quand même une forme de latitude parce qu'on peut toucher à divers sujets, spécifiques objets, comme l'intelligence artificielle générative, jeux vidéo, médias sociaux numériques. Donc, je le vois un peu comme un programme de spécialisation, mais qui reste un peu touche-à-tout, ce qui est fantastique en soi. Ouais, absolument. Avec des dimensions politiques, là, effectivement. Ouais. Fabien, tu dirais que ça s'intéresse... C'est sûr que tu parlais de curiosité. Moi, je pense que c'est des personnes, des étudiants et étudiantes, futurs étudiants et étudiantes, qui veulent, comment dirais-je, comprendre comment ça marche. Pourquoi ça marche comme ça et pas autrement. Donc, quand je dis pourquoi, c'est pas comment fonctionne une ligne de programmation, une ligne de code ou quoi, mais c'est comprendre d'un point de vue social. C'est pourquoi, tout à coup, tout le monde se retrouve à utiliser l'IA générative. Oui, je pense qu'ils ont eu Et comment l'utiliser? Qu'est-ce que ça présuppose d'utiliser l'IA générative quand on sait, par exemple, c'est une récupération ad nauseam quasiment du contenu qui a été produit par les humains en réalité. Donc, qu'est-ce que ça présuppose? Comment je peux le comprendre? Là, il y a des cours qui offrent ces clés de compréhension. Et je pense que il y a quand même à la base, et c'est ce qu'on retrouve dans le témoignage de beaucoup d'étudiantes et étudiantes, une soif de connaissance, une soif de savoir à l'égard de ces technologies numériques. Mais même de nous. Tu sais, Et même de nous, bien ça sûr. parle de notre histoire Absolument. à nous aussi, parce Bien qu'on a eu ce moment-là de besoin de comprendre, de savoir. Donc, on est retourné sur les bancs d'école, et là, on est devenu enseignant au fil du temps. Mais c'est ça, les étudiants, souvent, ils nous ressemblent parce qu'ils ont eu ce moment-là où ils se sont posés des questions puis ils ont voulu en savoir plus. Et puis il y a une théorie qui est souvent enseignée dans les différents cours, c'est l'accélération technique et sociale. Dans un contexte où les choses ne cessent d'aller de plus en plus vite, d'avoir cette respiration, ce moment où on s'arrête et on réfléchit un peu, avant de se relancer dans cette course effrénée, ça fait du bien aux étudiants et étudiantes, mais c'est aussi effrayant.
parce qu'arriver justement à faire une pause dans un contexte qui nous pousse à aller de plus en plus vite, ça peut produire aussi un certain décalage. Et peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard, parce que j'ai une question qui touche un peu ce point-là, mais comment dirais-je, je pense que dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui va être de plus en plus recherché. Avoir ces moments-là de respiration, de pause, et les cours tels qu'ils sont conçus, la manière dont le programme est structuré, offre cette modeste réponse à ces étudiants et étudiantes. Donc, je dirais, se familiariser avec quand même pas mal de technologies diverses et variées. Jeux vidéo, on l'a dit, IA, médias numériques, plateformes numériques, mais en se donnant les moyens de comprendre pourquoi ça marche comme ça et pas autrement, quels sont les contextes d'usage, quels sont les impacts. Donc il y a effectivement cette soif, cette curiosité particulière au cœur du programme. Ouais. Donc, ça me fait revenir à C'est la question. intéressant. En intelligence artificielle, par exemple, il y a plusieurs, Joshua Bengio, par exemple, qui demandent à ce qu'il y ait un temps d'arrêt dans le développement de l'intelligence artificielle. Encore, il y a quelques jours, dans le journal La Presse, il y avait un dossier sur l'intelligence artificielle où certaines personnes interviewées disaient qu'on avait besoin d'un temps d'arrêt pour réfléchir à la suite, pour réfléchir à la réglementation qu'on va faire, pour réfléchir à tout le contexte social. Ben, c'est précisément ce qu'on fait. On réfléchit à ce que c'est, comment ça marche, mais aussi, on a ce moment de réflexion sur les technologies numériques. Tandis que ceux qui demandent le temps d'arrêt, des fois, ils ne prennent pas vraiment. Ben ça, c'est intéressant parce qu'on arrive même à être critique par rapport à ces Joshua Bengio de ce monde qui demandent des temps d'arrêt, mais peut-être pour d'autres raisons que celles que nous, on a en tête. Merci. Merci beaucoup pour ces précieuses réponses. J'enchaîne. Comment le programme reflète-t-il l'évolution du milieu des médias? Alors là, je peux peut-être commencer tout de suite par dire que depuis la création de ce programme, on est en 2013, je crois, il y a eu pas mal de transformations, de réformes du programme qui, notamment, enfin des transformations qui ont été notamment en quelque sorte impulsées motivées par l'évolution très rapide des technologies numériques. Ne serait-ce qu'il y a 4 ans avec ces différents profils IA, jeux vidéo et médias numériques. Là, plus récemment, il y a eu des nouveaux cours, il y a eu des transformations des contenus de cours. Donc, on voit que notamment sur le volet qui concerne spécialisation, il y a une sorte une volonté de suivre l'évolution des technologies numériques et de leur impact dans la société. Et en même temps, il y a quand même, si je dirais sur le bloc un peu plus théorique, des cours qui sont appelés à rester, puisque ces contenus-là, encore une fois, sont amenés à évoluer du point de vue des objets qu'ils traitent, mais les fondements épistémologiques, eux, ne le sont pas. Mais donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que de ce point de vue-là, oui, le programme est vraiment... regarde les personnes qui font vivre ce programme regardent de très près quelles sont les tendances, les dynamiques, les technologies à avoir à l'esprit pour permettre aux étudiants, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, de réutiliser en quelque sorte ces savoirs et ces connaissances et d'être à la page. Oui, et même à l'intérieur d'un cours, nous, on est appelés à le mettre à jour sur une base continuelle. Oh, j'ai jamais pu reprendre intégralement un cours que j'ai donné une session pour la session suivante. C'était impossible. Quand j'ai commencé à enseigner en 2022, je parlais pas vraiment d'intelligence artificielle, en pratique rédactionnelle, en contexte numérique. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai plus le choix d'en parler et ça évolue. Même chose pour les plateformes. Donc, nous-mêmes, on se met grandement en jour. Plus largement, on parle beaucoup d'éducation aux médias. On fait de l'éducation aux médias dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, au cégep aussi. L'école des médias, qui est l'école dans laquelle ce programme-là se situe, c'est justement l'éducation aux médias, mais de niveau universitaire. Donc, cette réflexion-là nécessaire pour démystifier et comprendre les médias. Et tout le cœur de cette mission-là d'éducation aux médias, il est effectivement au sein de ce programme-là. Donc, c'est vraiment ça, la mission du programme, elle est là. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a plus rien. Alors on en arrive troisième bol. Troisième bol. Qui aurait peut-être été le premier. Qui a failli être le premier. Commencer par la fin, on aime ça. Quel conseil donneriez-vous à un futur étudiant, une future étudiante qui hésite à s'inscrire? De nous contacter. Nous contacter, c'est vrai. On peut les inviter à assister. Moi, ça me fait toujours plaisir, ça m'arrive de le faire, de leur faire découvrir un cours. Ils viennent assister à une séance. Moi, c'est comme ça que je suis rentrée à la maîtrise aussi. L'ancien directeur du programme m'avait invité à assister à un séminaire de maîtrise. Et comme ça, je savais dans quoi
je m'embarquais. Et même, ça m'a donné l'élan pour faire l'inscription. Donc, si on est curieux, ben, on peut toujours s'essayer, on prend une chance et on demande. Absolument. Puis, j'ajouterais, comment, dans un contexte quand même d'incertitude, si je prends par exemple les deux dynamiques qui sont souvent étudiées en classe, que ce soit la désinformation, les fausses nouvelles, ou le fait que on puisse utiliser l'IA générative et à terme remplacer certains emplois. Bref, donc dans ce contexte où on ne sait pas trop comment se diriger sur le marché du travail, ce programme-là, encore une fois, donne les clés de compréhension du contexte social dans lequel ces dynamiques évoluent. Donc, ça permet aux étudiants et étudiantes qui ne savent pas trop qu'est-ce que je vais faire avec, d'avoir ces clés de compréhension qui, à mon avis, vu l'évolution du marché, vont être de plus en plus demandées par les différents secteurs, que ce soit des secteurs communicationnels et autres, dans le marché du travail au Québec et même ailleurs. Je ne sais pas si... Mais de toute façon, acquérir des savoirs, c'est toujours enrichissant. Ça ne sera jamais perdu. Donc, même si vous inscrivez puis vous regrettez après, ça m'étonnerait, mais vous pouvez quand même y gagner grandement. Je mentionne aussi qu'il y a des portes ouvertes qui sont organisées par l'université à l'automne et à l'hiver. Les prochaines ont lieu le 7 février de midi à 16h à l'UQAM, mais il y a aussi des portes ouvertes virtuelles les 10 et 11 février. Donc, c'est le bon moment de venir nous voir, de venir nous parler puis de poser des questions. Absolument. Et quand je dis nous, c'est pas seulement les enseignants, c'est les enseignants et les étudiants qui seront présents aussi à ces occasions. Merci. Qu'est-ce que vous envisagez pour le futur du programme? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est certains et certaines collègues, Laurence ici présente, à développer je vais l'appeler comme ça parce que ça permet un court stage, mais ça sera plutôt un projet d'intégration. Donc, c'est en développement, mais l'idée étant de permettre à des étudiants en équipe de mobiliser leurs connaissances et leurs savoirs pour le compte d'entreprises, milieu associatif, OBNL, qui aimeraient qu'on leur parle d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de cyberdépendance, etc., etc. Donc, il y a tout un tas comment dirais-je, de sujets qui sont traités tout au long de la formation, sous la forme de création de sites internet, organisation d'une conférence, création d'épisodes de balado, bref. Là, disons que les aboutissements concrets de ces projets seront divers et variés, mais c'est toujours dans l'idée de renforcer encore un peu plus l'articulation entre la théorie et la pratique, en ouvrant la possibilité aux étudiants de pouvoir directement offrir leurs ressources, leurs connaissances, leurs savoirs à des organismes qui n'ont pas forcément toutes ces clés de compréhension. Donc ça, c'est ce qui va, entre autres, grandement nous occuper et qui va, à mon avis, à terme, contribuer à transformer quand même assez profondément le programme. Donc ça, c'est la prochaine grande transformation. Et voilà, je ne sais pas si... Rien à dire de... On va laisser le directeur répondre à ça. Et puis... c'est le dernier. Franchement, c'était... Quelles sont les perspectives pour les finissants et finissantes en termes d'emploi, d'études? Il y en a plusieurs. Là. Je saute, mais tu prendras la balle au bas. Okay. Donc, il y a toujours la possibilité pour les plus curieux passionnés de poursuivre à la maîtrise, qui est tellement chouette, la maîtrise. Je pourrais en parler longtemps, mais c'est pas pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc, ça, c'est une possibilité. Ensuite, on a qui vont se placer soit comme gestionnaire de communauté, stratège aussi dans des entreprises. On a un ancien étudiant qui travaille justement à réfléchir sur la part de l'intelligence artificielle en entreprise. Des conseillers aussi, des consultants en visibilité sur le web, et qui vont tout le temps amener pas juste la pratique, mais cette réflexion-là avec leur client ou l'entreprise avec laquelle ils travaillent, à savoir, mais est-ce nécessaire d'être sur telle plateforme versus telle autre? Pourquoi payer de la publicité quand vous me payez moi, etc.? Donc, ils apportent dans leur bagage tous les outils de réflexion critique qu'ils ont accumulés pour l'appliquer à leur avantage et à l'avantage de leur employeur ou des compagnies qui les utilisent. Les compagnies, je pense que c'est maintenant toutes les compagnies. La communication, aujourd'hui, elle a lieu à travers des médias numériques. Et donc, à la limite,
tous les emplois sont concernés, dans tous les domaines, sont concernés par les médias numériques. Puis on pourrait même, j'allais dire, même en médecine, par exemple, à partir du moment où on récolte des données sur les comportements des gens, puis on essaie de voir s'il y a un lien entre ces comportements-là qu'on est capable de voir à travers les données récoltées par la montre connectée ou par tous les programmes qu'on utilise pour faire de l'entraînement, par exemple. À partir du moment où on a toutes ces données-là, on est capable de faire des conclusions sur l'état de santé, sur les probabilités de faire une crise cardiaque ou ce genre de choses-là. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt là. Donc, peu importe le domaine, tout passe aujourd'hui par les médias numériques. Et donc, il y a des emplois un peu partout. En fait, pour rebondir sur ce que vous venez très justement de dire, c'est déjà, c'est un programme en communication. Donc, de ce point de vue-là, tous les métiers généralistes en communication, agent d'information, chargé de communication, communication interne, externe, ces métiers-là, les étudiants, les finissantes peuvent obtenir un poste dans cette voie-là. Après, comme tu l'as très bien dit, Laurence, effectivement, il y a quand même, on en a souvent parlé dans ce balado, il y a chez les étudiants, l'idée, c'est qu'ils développent une capacité d'intervention dans les entreprises, dans les OBNL, dans le milieu associatif. Là aussi, les secteurs sont variés. C'est-à-dire, ça vise plutôt des métiers de consultants. Alors, on parlerait par exemple de consultant en stratégie de communication ou analyste et analyse d'information ou chargé de projet en communication médiatique. Donc, c'est des métiers donc de réflexion stratégique. C'est un peu ça qui est visé avec ce programme. Et plus spécifiquement, là, il faut effectivement, en rejoignant ce que vous venez de dire, des métiers qui reflètent les enjeux qui sont enseignés au sein de ce baccalauréat. Par exemple, sur la désinformation, sur la polarisation des publics avec les médias numériques, sur l'usage de l'IA générative, sur la représentation de l'inclusivité dans les jeux vidéo, il y a différents métiers, différents pôles de spécialisation qui sont en demande auprès des différentes entreprises. Je pense par exemple tout ce qui concerne la gouvernance du numérique. Il y a des métiers spécialistes en... conseillère en éthique du numérique ou spécialiste des politiques numériques ou tu l'as dit à l'instant, c'est vrai, quelqu'un qui est un ancien diplômé, qui est conseiller en IA responsable, ou il y a aussi chargé de communication en IA et innovation. Ça, c'est des pôles qui sont c'est des expertises qui sont très demandées par différents secteurs. C'est en croissance, c'est en augmentation constante. On peut aussi dire, tu l'as beaucoup dit, Roland-Yves, ça fait aussi partie de la mission de l'école des médias, mais l'éducation aux médias, des spécialistes en littératie numérique, des chargés de projet en éducation aux médias. Donc, les personnes qui sortent de ce programme-là pourraient occuper de tels postes avec de telles spécialisations. Je peux aussi parler... Alors, ça rejoint aussi d'autres programmes au sein de l'école des médias, mais qui font un petit peu l'état d'évolution des industries culturelles avec les plateformes numériques. Ça peut être chargé des partenariats numériques, ça peut être chargé de contenu, diffusion de contenu sur les différentes plateformes. Tu l'as dit un peu plus tôt, que ce soit Twitch, plateforme jeux vidéo, TikTok ou que sais-je, une réflexion stratégique sur si on utilise cette plateforme, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique, est-ce que c'est la meilleure manière de rejoindre nos publics, est-ce qu'il y a ce genre de réflexion-là. Donc tout ce qui est enseigné dans ce programme-là peuvent être mobilisés par les étudiants pour ce type de... Donc, je dirais qu'il y a vraiment des métiers très généralistes qu'on observe beaucoup, et de plus en plus, des expertises dans les métiers du numérique qui rejoignent directement les différents cours qui sont enseignés au sein du programme. Et j'en ai certainement oublié, mais ça donne, je pense, une bonne idée de ce qu'on peut faire avec le programme en communication, médias numériques et société. Je le souligne 3 fois. C'est malheureusement la dernière question pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot de la fin? On ne l'avait pas vu venir, cette question-là, pourtant. On savait un peu ce qui était dans le bol, mais pas vraiment. Donc, comme je disais, curiosité, c'est important. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questionnements par rapport au baccalauréat et surtout de profiter des journées portes ouvertes pour venir nous visiter. C'est un programme hyper pertinent. On parle des médias tout le temps. On réfléchit sur les médias tout le temps. On passe nos vies de plus en plus à utiliser les TikTok, Instagram et autres médias de ce monde. Ça fait partie de nos rapports sociaux aujourd'hui. L'étudier, ça me semble fondamental.
Bah, moi, je dirais, on se retrouve aujourd'hui porte ouverte et puis, au mieux même, on se retrouve à l'automne prochain. Alors, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui et aux futurs étudiants et étudiantes, et donc au plaisir de vous rencontrer très vite à l'automne prochain.